Il est né le 10 janvier 1949 à Marshall, au Texas. Il est devenu un champion olympique à l'âge de seulement 19 ans en battant en seulement 2 rondes le soviétique Jonas Seflis aux Jeux olympiques de Mexico en 1968. Il a débuté sa carrière professionnelle avec 40 victoires, dont 37 par KO. Rien ne pouvait l'arrêter. Il était une terreur sur un ring qui pouvait terrasser son adversaire d'un seul coup de poing. De grands champions comme Joe Frazier et Ken Norton ont été tout simplement massacrés par le punch le plus puissant de l'histoire de la boxe. Le 30 octobre 1974, il rencontre l'ex-champion Mohamed Ali dans un combat que tous croyaient qu'il allait gagner très facilement. À la surprise du monde entier, il sera terrassé au 8e round dans un combat qui va changer le cours de son existence. Voici l'histoire de l'un des plus grands boxeurs de son époque, George Foreman. George Foreman a vécu une enfance dans la pauvreté, dans un quartier de Houston. Son père, Leroy Moorhead, a abandonné sa famille peu après sa naissance. Sa mère Nancy se remaria avec un dénommé J.D. Foreman, qui l'élèvera et lui donnera son nom. Nancy Foreman a élevé 7 frères et sœurs dans des conditions difficiles. Nourrir les enfants se voulait un combat quotidien, alors que parfois il n'y avait qu'un repas par jour. Le quartier Fifth Ward était l'un des quartiers les plus dangereux à cette époque, et les perspectives d'avenir pour les jeunes étaient des plus sombres. Des bagarres, des vols, des fusillades, la drogue et les gangs de jeunes rendaient l'endroit infréquentable. George Foreman, avec un physique imposant, raconta qu'il devait se battre à chaque jour et qu'il s'adonnait au vol pour aider la famille. Âgé de 16 ans, George Foreman ne se voit pas d'avenir. Quand il rejoindra la Job Corp, sa vie sera complètement bouleversée. Le Job Corp était un programme fédéral créé en 1964 par le président Lyndon B. Johnson. Ce programme s'adressait aux jeunes défavorisés venant des milieux pauvres. Les jeunes qui adhéraient à ce programme étaient envoyés loin de leur ville d'origine, de façon à couper tout contact avec des influences extérieures. Une éducation, une formation professionnelle et un encadrement avec de la discipline étaient la base pour que ces jeunes adultes puissent s'intégrer par la suite à la société. Job Corp offrait une diversité de métiers dans la construction, la plomberie, la cuisine, la mécanique ou les soins infirmiers. Foreman affirmera plus tard que ce programme a donné un sens à sa vie et l'a sauvé de la prison ou d'une mort certaine. Dans le cadre du programme Job Corp, George Foreman est envoyé à Pleasant Town, Californie. Il choisit d'apprendre le travail dans la construction. C'est à cet endroit qu'il rencontrera quelqu'un qui va influencer sa vie entière. Doc Brodius est un ancien boxeur qui est maintenant formateur. Brodius voit en lui un physique imposant et une force brute peu commune. Il remarque que George est un jeune homme avec une violence qui sommeille en lui. Avec son expérience, il se croit capable de diriger et de discipliner le jeune Foreman. Il lui propose de s'initier à la boxe et George accepte immédiatement, mais Brodius l'avertit. Il faut plus qu'une force de frappe. Il devra être discipliné
écouter les conseils de son entraîneur en tout temps et travailler sans relâche. Patiemment, il lui apprendra les bases de la technique pour un boxeur. Il lui apprendra que la stratégie, la force du mental et la concentration sont aussi importantes que la force brute. Pour la première fois de sa vie, Foreman est motivé. Il a un but dans la vie. Il s'entraîne durement avec rigueur et ne manque jamais un entraînement. George n'avait jamais eu de bonnes relations avec son beau-père J.D. Foreman. Il n'avait jamais eu une figure paternelle à ses côtés qui aurait pu lui inspirer le respect. Brodius deviendra un modèle pour lui. En étant à ses côtés et en croyant en lui, il sera un père pour lui, une personne en qui George pouvait se reposer en toute confiance. C'est grâce à Doc Brodius que George Foreman est devenu un boxeur redoutable, un boxeur qui pouvait assommer d'un seul coup de poing, mais aussi un boxeur avec de la technique, qui pouvait gérer ses émotions et ne pas céder à une colère qui pouvait lui faire perdre ses moyens. La carrière amateur de George Foreman se déroulera entre 1965 et 1969. Doc Brodius sera son entraîneur durant ces années. Ces années vont être formatrices pour George, des années qui vont faire de lui un véritable boxeur. Il sera impliqué dans 26 combats, cumulant 22 victoires et 4 défaites. 14 victoires seront obtenues par KO. Les défaites de Foreman lui apprendront que malgré sa force de frappe, il doit apprendre à boxer. Brodius l'aidera après chaque défaite pour le tirer vers le haut et à bien garder les pieds sur terre. Cette carrière amateur atteindra son paroxysme aux Jeux olympiques de Mexico en 1968. Foreman, qui ne boxe que depuis 3 ans, va accomplir un exploit remarquable. Lors de son premier combat, Foreman remporte une victoire contre le Polonais Lucian Trela. Foreman n'était guère connu à cette époque. Tout ce que l'on savait de lui, c'est qu'il était un dur cogneur. Trela est âgé de 28 ans. Il est expérimenté. Il possède une défense solide. Ce sera le combat le plus difficile du tournoi pour Foreman. Il sera surpris aux premières rondes par Trela, qui esquive les coups, se tient à distance et le touche à l'occasion au visage. Foreman va montrer de l'impatience à la fin du round. Ce combat est important et il est formateur pour l'endurance mentale du futur champion. Le deuxième round est à l'image du premier. Trela continue à esquiver et touche Foreman à l'occasion. Après 2 rounds, l'issue du combat est loin d'être décidée. Au 3e round, Foreman prend les choses en main. Il parvient à percer Trela en le touchant à plusieurs reprises. Il amène Trela dans un coin et lui assène des coups puissants. Trela parvient à rester debout avec sa défense, mais il ressort ébranlé de ce round. Foreman vient de prendre l'avance dans ce combat. Il est déclaré vainqueur par décision. Il vient de passer un test important en surmontant des difficultés inattendues. Par contre, il devra apprendre de ce combat. La puissance peut être contrée par un boxeur mobile avec une bonne défense. Foreman affronte maintenant Ion Alex, un Roumain de 24 ans, un boxeur avec une bonne technique. Le combat est prometteur. Alex ne foncera pas sur Foreman. Il sera prudent. Il sait que Foreman est le meilleur cogneur du tournoi.
Foreman débute en lion. Il avance sur Alex. Il coupe le ring et mitraille lourdement ce dernier au corps et à la tête. Alex n'a que très peu de recours. Il recule et se fait emprisonner dans les cordes. Après le premier round, Foreman a un avantage certain. Au troisième round, Foreman continue son travail de destruction. L'arbitre n'a d'autre choix que d'arrêter le combat. Axel n'a jamais été en mesure d'esquiver les coups de Foreman. Ce dernier se voulait méthodique, sûr de lui. Il dira après le combat: « Je ne suis pas là juste pour gagner, je suis là pour dominer. » Le 25 octobre 1968, c'est maintenant la demi-finale qui oppose Foreman à l'Italien Giorgio Bambini. Au premier round, Foreman fonce et assène à Bambini un solide crochet au corps. On sent que Bambini est visiblement ébranlé. Au deuxième round, Foreman se déchaîne avec des combinaisons gauche-droite. Bambini recule dans les cordes et reçoit un direct en plein visage. L'arbitre arrête le combat. Foreman n'est maintenant plus qu'à une victoire de la célébrité. Le 27 octobre 1968 est un grand jour dans la carrière de George Foreman. Il rencontre en finale le boxeur soviétique Jonas Sepulis. Le combat débute de façon très intense. Foreman est agressif et après 1 minute, il envoie un crochet de la droite foudroyant qui envoie le soviétique de 29 ans au tapis. Sepulis parvient à se relever, mais il est fortement ébranlé. Foreman continue son travail de destruction et atteint solidement Sepulis à plusieurs reprises. L'issue du combat ne fait plus aucun doute. Après une troisième chute au tapis, l'arbitre arrête le combat, jugeant Sepulis en danger si les hostilités se poursuivent. La victoire de Foreman est éclatante. À seulement 19 ans, il parvient à terrasser un solide boxeur de 29 ans. Il reçoit sa médaille et dans un geste de grande fierté, il brandit un petit drapeau américain dans le ring. Son nom dans le monde de la boxe est sur toutes les lèvres. Il se doit maintenant de passer à une autre étape. La boxe professionnelle l'attend. Il a tout pour accomplir les plus grands exploits. De grands moments historiques attendent le jeune boxeur. Doug Brodius a découvert George Foreman. Il en a fait un vrai boxeur en le formant autant dans la technique que dans le mental. Il lui a appris la discipline et à réagir devant les difficultés. Mais Brodius demeurait un entraîneur amateur. Pour sa carrière professionnelle, Foreman est maintenant pris en main par une véritable équipe. Dick Sadler, un homme expérimenté, devient son entraîneur principal. Il améliore la technique de Foreman et lui fait disputer des rondes entiers à l'entraînement pour son endurance. Sandy Sadler, ancien poids-plume, se joint aussi à l'équipe. Foreman est bien entouré par des professionnels. Cependant, il dira à la fin de sa carrière qu'il avait perdu la relation paternelle et bienveillante qu'il avait eue avec Doug Brodius. Le 23 juin 1969, ce sont les débuts professionnels de George Foreman. Il affronte Don Waldhelm au Madison Square Garden de New York. Sa victoire est spectaculaire. Waldhelm, un boxeur de peu d'envergure, n'a jamais été dans le coup, se contentant d'esquiver les coups du mieux qu'il le pouvait. Des coups puissants au corps, suivis d'un puissant crochet au troisième round, ont rapidement scellé ce combat.
qui se voulait un test pour Foreman. Il gagne par KO dès le 3e round. Déjà, on sait que Foreman se battra pour le championnat un jour. Foreman dira après le combat les mots suivants. « Je ne savais pas si je pouvais faire ça chez les pros, mais dès que j'ai entendu la cloche, j'ai su que j'étais chez moi. » Foreman est des plus actifs depuis ses débuts chez les professionnels. Il se bat 13 fois de juin à décembre 1969. Il remporte 11 de ses combats par KO. Il garde toujours le même style. Il fonce constamment sur son adversaire. Son jab est presque aussi puissant que son crochet de droite. Il a une attitude froide lors de ses combats. Il regarde ses adversaires pour les intimider. Il ne parle jamais, mais il frappe avec puissance. Rapidement, il acquiert une réputation de véritable terreur sur le ring. Ses entraîneurs ont choisi de le faire combattre à plusieurs reprises pour qu'il se fasse un nom. On lui oppose des boxeurs de plus en plus expérimentés, mais rien ne change. Il les détruit tous les uns après les autres. En 1970, Foreman montera sur le ring à 12 reprises. Il remporte tous ses combats, tout en démontrant des améliorations dans son style. Son jab devient de plus en plus solide, ce qui déstabilise ses adversaires, qui prennent conscience que les coups peuvent survenir à tout moment. Foreman livrera un combat le 18 septembre contre Gregorio Peralta, un combat où il rencontre une opposition inattendue, un combat qui sera formateur pour lui. Pour la première fois, Foreman montre des faiblesses qu'il se doit de corriger s'il veut devenir un champion. L'Argentin Peralta est âgé de 34 ans. C'est un ancien mi-lourd qui boxe maintenant chez les poids lourds. Il a plus de 90 combats en carrière. Mais on doute qu'il puisse tenir la distance contre Foreman, qui de son côté gagne ses combats en 2 ou 3 rondes, en détruisant ses adversaires. Tout le monde sait qu'il va bientôt devenir un prétendant sérieux au titre détenu par Joe Frazier. Ce combat sera loin de se dérouler selon les attentes de Foreman, qui va connaître des difficultés. Pour la première fois, il est atteint par un adversaire qui ne se laisse pas intimider. Au premier round, Peralta évite de se laisser enfermer dans un coin. Il évite les coups de Foreman et se permet même de lui asséner quelques jabs. Entre le 2e et le 4e round, Foreman a du mal à atteindre Peralta, qui bouge constamment. Lorsqu'il parvient à le toucher, Peralta réplique aussitôt avec des combinaisons gauche-droite. Après 6 rounds, Foreman n'a pas réussi à dominer le combat et à détruire son adversaire comme il l'a fait depuis le début de sa carrière professionnelle. La surprise est grande et on se demande si on n'assiste pas à un retournement de situation. Tout va se jouer dans les rounds suivants. Peralta va résister pendant les 10 rounds du combat. Il va rester debout et n'ira jamais au plancher. Les attaques constantes de Foreman vont lui donner la victoire unanime au point. Il est vrai que Foreman a donné plus de coups, mais cette victoire est loin d'être éclatante. Il a démontré des faiblesses que les observateurs n'ont pas manqué de noter. Il pouvait être atteint avec un boxeur qui savait se déplacer. Il lui fallait donc améliorer sa défensive. On se posait la question à savoir s'il résisterait à Joe Frazier, un champion endurant avec un crochet du gauche dévastateur. De plus, Foreman avait démontré des signes de fatigue à partir du 7e round. Sa respiration était devenue difficile. Il lui fallait donc s'entraîner pour améliorer son endurance, car les champions doivent tenir la distance. Foreman a déjà conscience que la puissance seule
ne suffit pas. En début d'année 1971, George Foreman détient une impressionnante fiche de 25 victoires contre aucune défaite. Il se battra à 7 reprises durant l'année, un signe qu'il va se battre contre des boxeurs beaucoup plus expérimentés, plus solides et en mesure de l'atteindre solidement. Mais Foreman s'est amélioré grandement. Il détruit l'héroïque Caldwell au premier round. Louis Ironman Faust subit le même sort au premier round. Miguel Angel Paez visite le tapis dès le début du combat. Clarence Boone et Terry Sorrell peinent à se rendre au deuxième round. Ces 5 combats nous montrent un Foreman plus précis et plus rapide dans ses coups. Il affronte par la suite Roberto Davila le 3 avril. Davila avait résisté à Foreman 2 ans plus tôt en parvenant à se rendre à la limite du combat. Malgré une défaite, Davila avait démontré de la résistance et de la détermination face à George. Cette fois-ci, Foreman va le dominer nettement avec un KO rapide au 4e round. Ce combat est la preuve que Foreman a encore amélioré son style. Le 18 septembre, il accorde une revanche à Gregorio Peralta, qui avait lui aussi tenu la distance lors d'un combat précédent. Foreman l'emporte par KO au 10e round. On le considère maintenant comme un aspirant sérieux pour le titre. Il possède une fiche exceptionnelle de 32 victoires, dont 29 par KO. Joe Frazier voit se profiler à l'horizon une menace sérieuse pour sa couronne. En 1972, George Foreman va se battre à 5 reprises. Il affronte des adversaires encore plus solides qui peuvent cogner et recevoir des coups. Ces affrontements vont décider si Foreman est vraiment un aspirant sérieux pour la couronne des poids lourds. Foreman va répondre à l'appel de façon spectaculaire en détruisant ses 5 adversaires. Le 10 janvier, c'est un combat contre un géant de 2 mètres, Jack O'Halloran. Le physique imposant d'O'Halloran lui permet de tenir le coup au début, mais les coups constants de Foreman vont l'ébranler, ronde après ronde. Au 5e, c'est le KO. Foreman démontre qu'un homme plus grand que lui ne l'impressionne pas. Ces 3 autres combats durant l'année n'ont pas dépassé le 2e round. Son apprentissage est terminé. Il est maintenant le temps de viser les sommets. On le reconnaît comme le premier aspirant au titre. Le temps est maintenant venu de se frotter au grand champion. George Foreman n'a pas fini de faire parler de lui. Son travail de destruction va se poursuivre et va demeurer inoubliable. En début d'année 1973, George Foreman a gagné ses 37 combats, dont 34 par KO. Il est une véritable machine de destruction. L'époque des combats en grand nombre est terminée. Il n'a plus rien à prouver contre des adversaires de seconde zone. Dorénavant, il est le premier aspirant au titre et les prochains combats seront des combats internationaux. Foreman se battra à 2 reprises en 1973. Le 22 janvier, il obtient enfin sa chance. Il rencontre le fameux Joe Frazier, le seul qui a réussi à vaincre le non moins célèbre Mohamed Ali en 1971 dans un furieux combat à New York. Foreman a devant lui un homme
qui peut le détruire avec son crochet du gauche à tout moment. Le combat a lieu à Kingston en Jamaïque. Il est diffusé dans le monde entier par satellite. 36 000 personnes assistent au combat dans le stade national de Kingston. Howard Cosell est le commentateur de ce combat qui promet d'être des plus spectaculaires. Ce combat va entrer dans la légende, mais sûrement pas pour les bonnes raisons. Malheureusement, ce combat va être loin de tenir ses promesses. Il se terminera dans un profond malaise et dans une tristesse certaine. Joe Frazier revendique avec fierté une fiche de 29 victoires et aucune défaite. Il a réussi à vaincre Mohamed Ali et à l'envoyer au tapis au 15e round dans un combat que l'on a qualifié de combat du siècle le 8 mars 1971. Il est un boxeur agressif qui fonce et qui possède une gauche foudroyante. Même si Foreman possède une fiche immaculée de 37 victoires, il ne s'est jamais frotté à un boxeur comme Frazier, qui peut tenir la distance pendant 15 rondes si nécessaire, ce que Foreman n'a jamais fait en carrière. On s'attend donc à un excellent combat. Frazier était légèrement favori pour remporter ce combat, signe que Foreman était plus que respecté. Selon les experts, l'expérience et les qualités d'encaisseur de Frazier devaient faire la différence. La planète entière va être choquée par ce combat. Au premier round, Frazier fonce sur Foreman comme il l'avait fait contre Ali 2 ans auparavant. Foreman le repousse avec ses grands bras et lui donne des jabs d'une grande force avant de lui donner des droites explosives qui envoient Frazier au tapis à 3 reprises durant le round. Frazier est sauvé par la cloche et revient dans son coin en titubant. Il n'a jamais été atteint de cette façon durant toute sa carrière. Le commentateur Howard Cosell est éberlué au micro durant la pause. Il est à court de mots pour décrire la situation. Au deuxième round, c'est maintenant Foreman qui fonce sur Frazier. Il l'envoie au tapis à 3 autres reprises. Frazier se relève, mais il est visiblement en danger. L'arbitre choisit d'arrêter le combat qui est devenu une exécution. George Foreman est le champion incontesté des poids lourds avec une victoire retentissante, mais les regards se portent plutôt du côté de Frazier. Le monde est consterné. Le champion Joe Frazier, aimé de tous, un homme fier et courageux, a reçu une raclée humiliante devant la planète entière. Il a visité le tapis à 6 reprises durant moins de 2 rounds. Il n'est jamais parvenu à donner le moindre coup à Foreman, qui s'est amusé avec lui. Même si Frazier va combattre encore par la suite, il ne se remettra jamais de cette humiliation. Quant à George Foreman, à 24 ans, il est un champion invaincu qui détruit tout sur son passage. Le 1er septembre, il rencontre O.C. Roman à Tokyo, au Japon. C'est son premier combat en tant que champion du monde. Il passe le KO à Roman dès le premier round. On ne voit pas qui peut s'opposer à cette montagne de muscles qui possède une fiche de 39 victoires. En 1974, George Foreman va se battre à 2 autres reprises. Le 26 mars 1974, il rencontre l'un des meilleurs poids lourds de cette époque, Ken Norton. Le combat a lieu au Venezuela. Ken Norton est le premier challenger au titre après une surprenante victoire contre Mohamed Ali, qui subit une 2e défaite en carrière. Norton a fracturé la mâchoire d'Ali au 2e round et l'emporte par décision après le combat.
Il se veut donc un opposant de taille pour Foreman, qui demeure cependant favori, même si Norton mérite un respect certain. Ce combat va être à l'image de celui contre Frazier. Un autre massacre en règle. Au premier round, la prudence est de mise, malgré que Foreman donne des coups au corps à Norton, qui semble chercher une ouverture qui ne se présente pas. Au deuxième round, c'est l'explosion de Foreman qui frappe avec des directs du droit dévastateurs. Norton ne parvient pas à toucher Foreman. Il se retrouve coincé dans un coin, se défendant tant bien que mal. Il tombe à 2 reprises et l'arbitre arrête le combat car la situation devient dangereuse pour Norton. Encore une fois, Foreman impressionne le monde de la boxe. Il vient de détruire de grands boxeurs en 2 rondes chacun. Le commentateur Don Murphy s'exprime en ces termes. Foreman frappe avec une violence rarement vue chez les poids lourds. Même les plus solides ne résistent pas. Ken Norton avoue qu'il n'a jamais été frappé comme ça de toute sa vie. Même Mohamed Ali répète que Foreman est un monstre. Personne ne peut s'opposer à George Foreman. Qui va oser le défier? Il possède maintenant une fiche de 40 victoires en autant de combats. Le monde de la boxe ne voit personne en mesure de s'opposer à lui. George Foreman domine la catégorie des poids lourds sans aucune contestation. Il a tout détruit sur son passage. Ken Norton avouera plus tard qu'il ressentait de la peur en voyant Foreman s'entraîner. Le règne de Foreman s'annonce très long et il menace le record de 49 victoires sans aucune défaite de Rocky Marciano. Foreman a toutes les raisons d'être optimiste. Il n'a que 24 ans. Il peut encore améliorer sa technique. Mais un homme célèbre, ancien champion des poids lourds dans les années 60, a décidé de le défier. Mohamed Ali, 32 ans, se croit capable d'arrêter Foreman. Il proclame qu'il est le plus grand et que Foreman sera battu. Ali avait lui aussi gagné une médaille d'or à Rome en 1960. Il avait dominé les poids lourds sans aucune contestation à partir de 1964. Il était un tacticien hors pair, avec le plus beau style pour un boxeur. Il était mobile, résistant et pouvait livrer des combats de 15 rounds. Son refus de faire son service militaire en 1967 va avoir de graves conséquences pour la suite de sa carrière. Il dira une phrase célèbre: « Je n'ai pas de querelle avec les Viet Cong. Aucun Viet Cong ne m'a jamais traité de nègre. » Ses convictions religieuses prennent le pas sur le reste. Les autorités gouvernementales ne rigolent pas, même avec Mohamed Ali, qui demeurait très populaire et adulé par le public. Il est arrêté en juin 1967. On lui impose une amende de 10 000 $. Il perd son titre de champion et est suspendu pour une durée de 3 ans. Une peine de 5 ans de prison lui est imposée, mais il est rapidement libéré sous caution. Les 3 années d'inactivité pour Ali ont pesé lourd pour sa carrière. Il reprend ses activités en 1970. Il proclame qu'il reprendra son titre. Il veut rencontrer Joe Frazier, qu'il promet de battre facilement. Le 26 octobre 1970, il bat Jerry Quarry, qui est pourtant classé dans les 10 aspirants dans la catégorie poids lourd. Le 7 décembre, c'est un combat à New York contre Oscar Bonavena, un combat difficile, où Ali parvient à envoyer Bonavena
au tapis à 3 reprises au 15e round. Bien qu'il domine le combat, Ali n'est pas revenu à sa forme des beaux jours. Il doit encore prendre le temps de s'entraîner avant de défier les plus grands. Mais contre l'avis de ses entraîneurs, il veut rencontrer Joe Frazier immédiatement. C'est lui le plus grand et ce titre lui revient de plein droit. Le 8 mars 1971, c'est un combat qui attire l'attention du monde entier. Un combat que l'on appelle le combat du siècle. Mohamed Ali, 29 ans, 31 victoires, aucune défaite, rencontre le champion Joe Frazier, 27 ans, 26 victoires, aucune défaite. C'est la première fois que deux champions poids lourds invaincus s'affrontent pour un titre. Le combat est retransmis dans plus de 50 pays. Ali est légèrement favori selon les parieurs et il demeure le favori du public. Lors des 3 premiers rounds, Ali domine Frazier. Il réussit à toucher ce dernier à plusieurs reprises. Frazier encaisse. Il demeure solide et fonce sur Ali. À partir du 4e round, le vent commence à tourner lentement. Frazier atteint solidement Ali au corps. Ali commence à reculer et il se fait parfois enfermer dans un coin par Frazier. Après 6 rounds, le combat est à égalité dans les points. À partir du 7e round, Frazier s'impose de plus en plus. Les échanges entre les deux sont intenses et d'une grande violence. Ali parvient à atteindre Frazier avec sa droite, mais à chaque fois, la gauche de Frazier l'atteint à son tour. Ali commence à montrer des signes de fatigue évidents à partir du 10e round. Au 11e round, Frazier décroche une gauche qui aurait couché plus d'un boxeur. Ali titube, mais avec une incroyable résistance, il parvient à rester debout et à terminer ce round. Ali est menacé plus que jamais de subir sa première défaite. Au 15e round d'une véritable guerre, survient l'un des moments les plus mémorables de toute l'histoire de la boxe. Un puissant crochet de gauche envoie Ali au plancher. Il se relève rapidement, mais les dommages sont faits. Il termine difficilement le combat. Joe Frazier est déclaré le vainqueur par décision unanime. Mohamed Ali vient de subir la première défaite de sa carrière. Ali se remettra de cette défaite et enchaînera plusieurs victoires par la suite. Le 31 mars 1973, il affronte Ken Norton, un excellent boxeur. Ali se prépare pour une revanche avec Frazier. Norton n'est qu'une étape avant son combat de championnat. Norton n'avait jamais battu de boxeur de renom. Sa fiche de 29 victoires contre une seule défaite n'impressionnait personne. Ali demeurait largement favori pour l'emporter. Ali débute ce combat mollement. Il semble lent et prend Norton à la légère. Au 2e round, Ali va payer chèrement son insouciance. Une puissante droite de Norton lui fracture la mâchoire. Ali souffre et refuse d'abandonner le combat, mais il ne peut attaquer autant qu'il le voudrait. Il ne peut recevoir d'autres coups sur sa mâchoire. Il est frustré. À la surprise générale, il perd par décision partagée contre Ken Norton. Mohamed Ali voit une embûche de plus s'ajouter pour la reconquête de son titre perdu. Il a une montagne à gravir avant d'y arriver. Ali parviendra à prendre sa revanche contre Ken Norton le 10 septembre 1973 à Los Angeles. Mais le combat est difficile. Il ne l'emporte qu'au point. Le 28 janvier 1974, il parvient à vaincre Joe Frazier au Madison Square Garden de New York. Cette fois-ci, Ali paraît bien mieux, mais le combat demeure difficile
et il l'emporte une autre fois par les poings. Il n'y a plus aucun obstacle devant lui. Il peut défier l'invincible George Foreman. Mais l'opération semble très risquée, voire impossible. Les deux seuls hommes qui sont parvenus à battre Mohamed Ali ont tout simplement été massacrés par Foreman. Bien qu'Ali a pris sa revanche sur Frazier et Norton, les combats ont été remportés de justesse. Tous les spécialistes s'entendent pour dire qu'Ali n'a aucune chance de l'emporter lors de ce combat. Il est maintenant âgé de 32 ans. Il n'a plus sa vitesse d'antan et il cogne avec beaucoup moins de puissance qu'auparavant. Certains craignent même pour sa sécurité. On prédit que pour la première fois de sa carrière, il visitera le tapis et ne pourra pas se relever. Ali n'a que faire de l'opinion de ses spécialistes. Il s'entraîne durement, se laisse enfermer dans les coins par ses partenaires d'entraînement et se laisse frapper au corps. Il apprend à endurer la douleur et il proclame qu'il réglera le cas de George Foreman le moment venu. Le 30 octobre 1974, l'un des combats les plus célèbres de toute l'histoire de la boxe s'est déroulé. Ce combat s'appellera pour l'histoire The Rumble in the Jungle. Le combat a lieu en République du Zaïre, aujourd'hui appelée la République démocratique du Congo. George Foreman, 25 ans, 40 victoires en autant de combats, une montagne de muscles avec la droite la plus puissante, est le champion incontesté des poids lourds. Devant lui, Mohamed Ali, 32 ans, l'enfant chéri de tous, un symbole pour les droits civiques aux États-Unis. Il possède une fiche de 44 victoires contre 2 défaites. Joe Frazier est près du ring. Il agit en tant qu'analyste. Il ne voit pas de quelle manière Ali peut remporter ce combat. Ali avait une stratégie pour ce combat qui passera à l'histoire. Il savait très bien qu'il ne pouvait rester au milieu du ring et échanger coup pour coup avec Foreman. Il donne quelques coups et recule par la suite, jusque dans les câbles. Il se protège le visage et encaisse les puissants coups au corps de Foreman, qui garde son style. Il fond sur Ali et tente de le détruire de la même manière qu'il a détruit Frazier et Norton. Ali a l'expérience des longs combats. Il est l'un des boxeurs les plus endurants de sa génération. Il peut encaisser des coups retentissants et demeurer debout. Il sait que Foreman a rarement dépassé le 3e round. Il espère le fatiguer et prendre le dessus le moment venu. Durant les 5 premiers rounds, Foreman atteint Ali au corps, mais rarement au visage. À chaque round, Ali parvient à placer de puissants jabs au visage de Foreman, qui s'impatiente et qui peine à atteindre Ali. Au 6e et 7e round, Ali atteint encore une fois Foreman avec des combinaisons gauche-droite. Foreman a le visage enflé par les coups répétés d'Ali. Il continue à s'épuiser en frappant Ali, qui est adossé aux cordes et qui présente une défense parfaite. Ali se permet même de le narguer en lui disant « C'est tout ce que tu as ?» Pour la première fois de sa carrière professionnelle, George Foreman se retrouve en grande difficulté. Tous les observateurs sont stupéfaits devant la résistance et les tactiques d'Ali, qui a ébranlé Foreman à quelques reprises. Foreman a montré des signes de fatigue évidents et la suite s'annonce difficile pour lui. Les gens se demandent si Mohamed Ali n'est pas en train de réaliser un miracle. Au 8e round, Ali atteint Foreman à 5 reprises au début du round. Puis, il se retire intelligemment. Il recule dans les câbles et laisse Foreman le frapper au corps.
Les coups de Foreman sont de moins en moins puissants. Il est visiblement à bout de souffle. Le combat se joue dans les 25 dernières secondes du round. Acculé dans un coin, Ali surprend Foreman avec une solide droite qui lui fait baisser sa garde. Ali en profite pour enchaîner une combinaison de 8 coups au visage, dont le dernier, une solide droite qui frappe Foreman de plein fouet. Foreman s'écroule et revient debout trop tard. L'impensable vient de se produire. Il vient de subir sa première défaite. Il perd son titre aux mains de Mohamed Ali. Foreman va disparaître pendant quelques mois, loin des médias. Il doit se reconstruire. George Foreman a encaissé la défaite contre Ali durement. Il l'avouera des années plus tard qu'il avait été piégé par Ali. Il est détruit psychologiquement par cette défaite inattendue. Il était certain de battre Ali. Jamais il n'avait imaginé perdre ce combat. Il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Il dira « Je n'étais plus le même homme après ce combat ». Son image d'invincibilité était détruite et il se sentait humilié. Sa reconstruction allait être difficile. Après ce combat, il disparaît pendant plusieurs mois, complètement désemparé. Il ne remet les gants que le 24 janvier 1976 contre Ron Lyle, dans un autre combat qui soulève les passions. Ron Lyle est un solide cogneur qui peut encaisser à répétition. Pour le retour de Foreman, il se voulait un boxeur à prendre au sérieux. Ce combat sera l'un des plus brutals de toute la décennie. Au premier round, les deux boxeurs échangent coup pour coup. Foreman se comporte bien. Le combat semble bien engagé. Le deuxième round est violent. Les deux se donnent de violents coups. Foreman est atteint par une solide droite. Lyle est un boxeur puissant. Il se doit de réagir. Le troisième round est l'un des plus spectaculaires de la décennie, où la défensive est inexistante. Les deux boxeurs se frappent à volonté. Lyle parvient à envoyer Foreman au tapis. Foreman se relève difficilement et est en danger d'encaisser une deuxième défaite. Lyle fonce sur lui et tente de l'achever, mais dans un retournement de situation, Foreman l'envoie au tapis à son tour. Lyle parvient à se relever. Le public est en délire dans ce combat qui est devenu une véritable guerre. La violence atteint des sommets au quatrième round. Ron Lyle parvient à faire visiter le tapis à Foreman pour une seconde fois. Foreman se relève une autre fois, difficilement, mais il reprend le combat et parvient à toucher violemment Lyle au visage. Les deux boxeurs sont complètement vidés. Ils continuent de s'atteindre avec violence. À la fin du round, ils sont toujours debout, mais il est évident que le combat ne pourra pas durer encore bien longtemps, tant ils semblent tous les deux épuisés. Au cinquième round, Foreman fonce sur Lyle et le mitraille de coups sans arrêt. Lyle n'a plus rien à offrir. Il demeure debout, mais ne se défend plus. L'arbitre arrête le combat et Foreman renoue avec la victoire. Mais il n'est visiblement plus le même. Il a visité le tapis à 2 reprises et a frôlé une deuxième défaite consécutive. Sa défensive est mauvaise et il est évident que les séquelles de sa défaite contre Ali sont toujours présentes. Il dira de ce combat « Je n'ai jamais eu aussi peur
dans un ring, c'était la guerre. Le 15 juin 1976, il accorde une revanche à Joe Frazier, qu'il avait massacré en janvier 1973. Malgré toute sa bonne volonté, Frazier ne fait pas le poids devant Foreman. Sa trop courte portée l'empêche d'atteindre Foreman, qui remporte ce combat facilement au 5e round par KO. Le 10 avril 1977, c'est un combat de routine contre Dino Dennis qu'il parvient à vaincre facilement au 4e round. Foreman semble se remettre de sa défaite et il envisage un autre combat pour reprendre son titre. Mais un autre imprévu se présente devant lui, un combat contre Jimmy Young qui va changer le cours de son existence. Le 17 mars 1977, George Foreman affronte Jimmy Young à San Juan, Porto Rico. Jimmy Young était un boxeur habile qui venait de perdre une décision contre Mohamed Ali. Foreman se devait donc de le respecter. Il était le grand favori et on prédisait que Young n'était certainement pas en mesure de lui résister. Foreman recommence à reprendre la forme et on croit qu'il va se battre de nouveau pour le titre. Ali est vieillissant et bientôt le titre va être disponible. Lors des premiers rounds, Foreman fond sur son adversaire. Young esquive et se permet d'atteindre Foreman à quelques reprises. À partir du 4e round, Young commence à prendre le dessus sur Foreman, qui semble déjà en manque d'énergie. À partir du 7e round, l'avantage est clairement du côté de Young. Foreman semble sans réponse. Il ne parvient plus à atteindre Young. Au 12e round, alors que Young est visiblement en avance dans les points, il se permet d'envoyer Foreman au tapis. Foreman parvient à se relever, mais le combat est assurément perdu pour lui. Young l'emporte facilement par décision unanime des juges. Après le combat, Foreman se retrouve dans le vestiaire et avec le sentiment qu'il va mourir. Il est épuisé. Il vivra une expérience mystique qui va changer le cours de son existence. Il dira « Je me suis mis à prier, pas pour gagner, mais pour survivre, et j'ai vu quelque chose, une lumière, une présence. Je suis rentré dans cette douche en boxeur. J'en suis ressorti en homme changé. » Pour la première fois de sa vie, il se sentait en paix et la boxe n'avait plus aucune importance pour lui. À la surprise de tous, à seulement 28 ans, il décide de prendre sa retraite et il devient pasteur. Il veut prêcher la bonne parole. Il ouvre un centre pour les jeunes. Ce combat a changé son image. Foreman n'avait jamais eu la sympathie du public, qui le voyait comme une brute peu sympathique. Avec le temps, il deviendra un homme que les gens apprendront à aimer, un homme qui n'a pas fini de surprendre. George Foreman n'en a pas terminé avec la boxe. Depuis 1977, George Foreman a fondé une église à Houston. Il a aidé des jeunes dans le besoin et fait de l'humanitaire. Tous ses projets lui ont coûté une fortune. Il finit par se retrouver presque à sec financièrement. En début d'année 1987, il surprend le monde de la boxe. Il annonce qu'il effectue un retour à l'âge de 38 ans. L'homme est complètement changé.
Son visage dur et antipathique s'est transformé en visage souriant. Il est quelqu'un de très abordable, qui devient soudainement très prisé par les médias. Foreman a aussi grossi, et certains se moquent de lui. Il pèse maintenant près de 120 kilos. Il n'a pas touché à un gant de boxe depuis 10 ans. Il est devenu lent, et on croit qu'il va se faire détruire sur le ring. Mais Foreman ignore les moqueries. Il déclare même « Je vais redevenir champion du monde ». Les premiers combats de Foreman confirment qu'il est lent et qu'il n'est certainement plus le boxeur qu'il avait déjà été. Mais la mentalité de l'homme avait elle aussi changé. Il croyait en lui. Il était calme sur le ring. Et surtout, son puissant crochet du droit demeurait intact. Il pouvait envoyer son opposant au pays des rêves d'un seul coup de poing. Celui que l'on surnommait maintenant affectueusement Big George demeurait une menace sur le ring à près de 40 ans. Entre 1987 et 1990, il se bat à 19 reprises contre des boxeurs de seconde zone. Steve Zouski au 4e round, Dwight Cowie, un ancien champion, au 7e round, ou Jerry Cooney au 2e round, font tous la connaissance de sa fameuse droite. En 1990, on commence à le considérer comme un aspirant à un titre. Foreman ne change pas d'attitude. Il est d'un commerce agréable. Il donne des entrevues à la télé. Il est blagueur et souriant. Il devient quelqu'un de populaire et un exemple pour les jeunes. Rien n'est impossible, pourvu que l'on y croit. Il est Big George, le gentil géant. Il dira une phrase qui définit très bien l'homme qu'il est devenu. Je ne suis pas revenu pour prouver que j'étais meilleur. Je suis revenu pour montrer que j'étais différent. Foreman a bien raison, et tout le monde l'adore maintenant. En 1991, il va disputer un combat où il va gagner le cœur et l'estime de tous. Le 19 avril 1991, George Foreman, 42 ans, 118 kilos, affronte Evander Holyfield, 28 ans, champion des poids lourds. C'est le combat de l'année. Les experts prédisent que c'est le combat de trop pour George, qui ne pourra jamais tenir la distance contre le champion. On le dit trop vieux et trop lent. Mais Foreman a prouvé depuis son retour qu'il demeurait dangereux sur un ring. Il avait accumulé 24 victoires en autant de combats. Holyfield, le grand favori, se voulait un défi pour lui et un danger certain. Holyfield était rapide, il cognait fort et semblait inatteignable. Bien qu'Holyfield était largement favori, il se devait tout de même de prendre Foreman au sérieux, la puissance de Big George étant toujours présente. Lorsque le combat débute, Foreman s'installe immédiatement au centre du ring, prêt à en découdre avec son jeune opposant. Holyfield bouge bien et parvient à atteindre Foreman avec des jabs. Foreman demeure solide et parvient à toucher Holyfield à 2 reprises. Le combat est bien engagé. Les rondes suivantes sont à l'avantage d'Holyfield, qui place de solides coups sur Foreman, qui est devenu un solide encaisseur. Foreman réussit à répliquer et à toucher Holyfield solidement. Les deux hommes ne se font pas de quartier, et Holyfield dit à son entraîneur que Foreman frappe encore plus fort que Mike Tyson. À partir du 6e round, le combat devient une véritable guerre. Foreman devient plus actif et réplique coup pour coup à Holyfield. À la surprise de tous, Foreman est toujours debout. Il continue d'avancer sur Holyfield. Au 7e round,
Holyfield réussit à placer une combinaison de 10 coups au visage de Foreman, une rafale qui lui aurait fait visiter le tapis autrefois. Foreman est en grave difficulté. Il parvient à rester debout. Il démontre des qualités d'encaisseur incroyables. Il continue d'avancer et ébranle Holyfield avec un uppercut et termine le round devant un public en délire. Durant les dernières rondes, Foreman est fatigué, mais il ne lâche rien. Il avance, mais Holyfield a la jeunesse de son côté. Les deux hommes terminent le combat après 12 rondes endiablés sous les applaudissements nourris de la foule. Holyfield gagne le combat avec un jugement unanime des juges. Foreman n'a pu remettre la main sur le titre, mais il en ressort grandi. Il dira « J'ai perdu ce combat, mais j'ai gagné quelque chose d'encore plus précieux, le respect. » En 1994, George Foreman est maintenant âgé de 45 ans. Il continue à se battre sur le ring. Personne ne croit qu'il peut redevenir champion à son âge. Après sa défaite contre Holyfield, il a perdu un autre combat contre Tommy Morrison. Sa défense et sa lenteur en inquiètent même certains. Mais une autre chance lui est offerte le 5 novembre contre le champion Michael Moore, 26 ans, 35 victoires en autant de combats. Cette fois-ci, des commentateurs sont en désaccord avec ce combat. On dit même que c'est du folklore pour vendre des billets. Michael Moore est parvenu à battre Evander Holyfield. Il se permet même de ridiculiser Foreman en disant que ce vieux ne tiendra pas 6 rondes. Dès le début de ce combat, Michael Moore domine. Il place des jabs et des combinaisons qui atteignent Foreman, qui se contente d'encaisser. Moore gagne les 6 premières rondes. Foreman réussit à le toucher à l'occasion, mais il ne semble visiblement pas dans le coup. Mais Foreman n'a pas dit son dernier mot. Il sait très bien que Moore est plus rapide, plus agile. Big George devient stratégique à partir du 7e round. Il place des coups au corps et à la mâchoire de Moore. Mais Moore continue de gagner tous les rounds. Foreman devient par contre plus présent. Moore a gagné les 9 premiers rounds. Sa victoire au point ne fait aucun doute. Au 10e round, les deux boxeurs échangent coup pour coup. Moore manque de prudence. Il n'a aucun intérêt à demeurer trop près de Foreman, car il est assuré de la victoire. Soudainement, Foreman envoie une gauche au corps de son opposant qui l'ébranle, puis une foudroyante droite au visage. Moore va s'écrouler. Il est complètement sonné et ne parvient aucunement à se relever. 20 ans après sa terrible défaite contre Mohamed Ali, George Foreman parvient à redevenir champion des poids lourds. Il s'agenouille au sol et regarde au ciel. Il devient le plus vieux champion poids lourd de l'histoire à 45 ans. Il dira par la suite « Je suis devenu champion du monde sans que personne n'y croie, sauf moi. » Après sa victoire contre Moore, Foreman a refusé de se plier aux exigences de la fédération. Il a atteint son but et il entend continuer son chemin comme bon lui semble. Il refuse de défendre son titre contre Tony Tucker. La fédération lui retire sa ceinture et son titre de champion. Il combat plutôt l'Allemand Axel Schulz le 22 avril 1995. Il gagne ce combat par décision majoritaire des juges. En 1996, il bat au point Crawford Grimsley dans un combat terne et routinier. En 1997, il perd contre Shannon Briggs par décision unanime
alors que tous s'accordaient à dire qu'il était le vainqueur de ce combat. Il se retire de la boxe à l'âge de 48 ans, avec une fiche exceptionnelle de 76 victoires contre 5 défaites. Il aura été champion des poids lourds à 2 reprises. Les plus grands boxeurs l'ont tous pris en admiration devant sa persévérance et son courage. Il réussit à faire fortune avec un grill électrique domestique qu'il lance en 1994. Un grill qui cuit les aliments tout en réduisant la graisse des viandes coulant vers un bac récupérateur. Foreman devient le visage publicitaire de ce grill. En 1999, la société lui donne 137 millions pour les droits commerciaux de ce grill, qui sera vendu à plus de 100 millions d'exemplaires. Foreman aura gagné plus d'argent avec son grill qu'avec la boxe. Il aura un message célèbre quand il parlera de son grill. « J'ai mis des hommes KO. Maintenant, je mets la graisse KO. » Son grill domestique lui a permis d'amasser une fortune évaluée à 300 millions de dollars. Après sa retraite, il devient consultant et commentateur pour HBO Boxing, aux côtés de Jim Lempley et Larry Merchant. Il parle toujours avec de l'humour et de la maturité. Il demeure un homme chaleureux et continue d'être adoré de tous. Il a continué à prêcher dans son église et il a continué à s'impliquer dans l'éducation des jeunes et de jeunes boxeurs. Il dira que la boxe l'a sauvé et que Dieu l'a changé. Il décède le 21 mars 2025 à l'âge de 76 ans. Son décès a été annoncé sur les réseaux sociaux par sa famille. Il laisse derrière lui son épouse Joanne et 11 enfants. Il laisse le souvenir d'un époux et d'un père aimant. Il laisse l'image d'un homme qui a surmonté les obstacles. Un homme qui, suite à un échec cuisant, a changé complètement sa vie. Après une carrière de boxeur peu sympathique, il est devenu un homme de Dieu, prêchant la bonne parole. Envers et contre tous, il est revenu à la boxe après de 40 ans, avec une toute autre image. Il était maintenant un homme apaisé, sûr de lui et quelqu'un qui pouvait influencer des milliers de jeunes. Tout était possible, pourvu que l'on croit en soi. George Foreman laisse un souvenir durable derrière lui. Il demeure l'un des plus grands boxeurs de son époque. Well, they're trying to psych each other out as Arthur Mercani makes his announcement. This contest for the heavyweight championship of the world will be governed by the rules of the Jamaican Boxing Court of the Way. There's no fear in either man. There is no fear in George Foreman. He's grown enormously in his confidence of speech and presence, as well as in boxing. We're close to the start of round one. Any second now, and we may have an interesting evening. Frazier, quite understandably, the favorite. Foreman comes out punching with the right. Frazier in his usual style. Smoking is the way he puts it.
His job to get inside. His best weapon, the left hook. Foreman is vulnerable to the hook. Oh, the crowd was misled when Joe fell back a little. There was a slip off balance. Historically, Frazier has not been a good first-round fighter, but historically he has been a tremendous, tremendous fighter. A great champion. You saw the left hook. Foreman would like to keep punching and keep Frazier away from him with his punches. Joe's job to get inside. Steadily use that left hook. Whip. Oh, Foreman connected, as you saw. He's a big, strong boy. He likens this fight to the same kind of problem he faced. There's another left by George. He's getting into Frazier's head. We'll find out tonight how much the Ali fight took out of Frazier, if anything. And we'll find out tonight just how good George Foreman is in punching and in taking a punch. I think he hurt Joe Frazier. I think Joe is hurt. Angie Dundee, Ali's trainer, right next to me is saying it. You may hear him. Down goes Frazier! Down goes Frazier! He is as poised as can be. We have a minute left in this first round, and already this fight is proving out what some have expected. Underneath, Archie Moore is yelling to Foreman. We've got the excitement here that we look for. Frazier is dazed. He is getting hit again and again and again. The same head that was hit so often by Muhammad Ali. Frazier is dazed. You see the countdown for the first round. Foreman has not panicked. Foreman is going about his job. Foreman is all over Joe Frazier. Frazier is down again, and he may be. No, he is rising. He is game. He doesn't know where he is. Now the round is about to end. 2 knockdowns in the first round of Joe Frazier. Down again. No saving by the bell. He's up, and so the fight continues. 3 knockdowns in the first round by George Foreman. Now you're looking in slow motion. The right for the first knockdown. Clean as a whistle. Oh, what a first round. The slow-mo for the second knockdown. The right again. Clean as a whistle again. We're waiting for the start now of round 2. There was no question about the first round. 3 knockdowns. Now Joe is coming out at him. Wants to come back in a hurry. You'll not find a gamer man than Joe Frazier. Joe Frazier, who went down 3 times in the first round. A caution from Arthur Mercani. Oh, he is all over Frazier again. He has Frazier in the corner. Frazier's knees buckled. He is down. He is down for the 4th time in the fight. George Foreman is doing to Joe Frazier what he did as a 19-year-old to a veteran Russian, a fellow named Ionis Shapoulis, in October of 1968 in the Mexico City Arena. A quick left from George. Another. Frazier is down for the 5th time in this fight. 3 times in the first round, twice in the second. Mercani checked his senses, checked Frazier's senses. It's target practice for George Foreman. It is target practice. Frazier is ready to go again. Joe is standing. There he goes. 3 times. 3 times. The fight is stopped. No, it is not. It is not stopped. Angie Dundee is screaming, stop it. Bertie Pacheco, Ali's doctor next to me. It is over. It is over. It is over in the second round. George Foreman is the heavyweight champion of the world. We're in the ring corner, as you can see, Joe Frazier's corner. George Foreman, the new heavyweight champion of the world, has just spoken to Joe.
Norton on the right-hand side of the screen, George Foreman on the left-hand side. Here we go, round one. The heavyweight championship of the world is at stake. Let's watch and see if Foreman comes on strong. To this point, Norton has thrown the only punch. A light left on taken on the gloves by George Foreman. Wild left hand over the head of George Foreman. Both fighters exactly the same size. Foreman slightly heavier, about 7 or 8 pounds heavier. Norton and Foreman both 6'3". On the right-hand side of your screen is the champion, Foreman. On the left-hand side is Ken Norton. Norton in blue, Foreman in red. Round one just underway in Caracas, Venezuela. Foreman showing the concentration. Foreman looks a little bit more patient than we've seen him. He knows he's got a fight cut out for him because he's in against a real big fella. Foreman goes out with that light left taken on the shoulder by Ken Norton. There's the pushing tactics. Foreman starting rather slow, feeling Norton out. Norton, that won't call it a classic style, but certainly the style of dragging that right foot behind him. Vicious left hook goes over the head of the champion. Boxing, Kenny. Boxing, Kenny. Pretty good straight left hand thrown by Foreman, taken on the face, and a right hand to the kidney. That's a punch you've got to watch out. There's a good left hand, the best right that we've seen. Foreman pushes down on the head of Norton and landed a right hand, straight left hand to the face of Ken Norton. Norton trying to jab more with his left hand. This is what they say he has to do. Kind of a fishing left hand thrown by the champion. Right hand to the kidney thrown by the champ. Both fighters, the best punch is their left hook. There's the right hand again to the kidney of Kenny Norton. Norton takes a light left, throws a right of his own. 1 minute remaining in round one. Very even first round at this point. Light left hand taken, wild right hand, another left hand taken on the gloves by Norton. Norton scores with a left hand to the side of Foreman's head. Left hand miss, and left jab in the face of Foreman. Light left on the forehead. Pretty good left hand on the forehead of Ken Norton. Norton with his back up against the ropes. This is where he can't afford to stay. He slips the punch and slides around to his left. Very important type of movement. Norton hanging on with that left hand and tries to throw that wild right hand to the body. Foreman is not a great boxer. He's a great puncher, though. Norton is a good boxer. As Foreman comes in and tries to hold up, Norton backs up. 9 seconds remaining in this round, the first round. Foreman kind of feeling out Norton. There we go, the opening round of the heavyweight championship of the world in Caracas is history. Mohammed, what did you think of the first round? Just like I thought it would be. Ken Norton boxing. George Foreman not throwing all those hard punches and punching them out easy like he did Joe Frazier. Coming up to round two. First round very even. Maybe a slight edge on the amount of leather landed on Norton would have to give to George Foreman. Muhammad Ali is continually yelling instructions to Ken Norton. This is Norton's corner here now. Norton filled with concentration. He's a positive thinker. In fact, he won the Napoleon Hill Award for positive thinking, a foundation award. Here we go, round two, the heavyweight championship, Caracas, Venezuela. George Foreman, Ken Norton on your left. Now watch Foreman try to cut off Norton in the corners, but Norton is working the left jab much better as he slips a punch and out of that corner. This is what Norton must do. Long right hand that lands just on the left-hand side of the head of Foreman. Norton tries to jab. Foreman holds those hands up and tries to push. No damage done there. Foreman pushed that away. Foreman will try to push him. He'll push his man down with his left hand and then throw the right. Foreman, see him trying to cut Norton off on the corners. Kenny Norton has got plenty of boxing experience. 24 rounds with Ali is a master's degree in boxing at any man's school. This is what he can't do. He can't mix it up with Foreman inside. Referee Jimmy Rondo separates the fighters. First real clinch of the fight. Round two, scheduled for 15, the heavyweight championship of the world. Oh, good right hand on the left-hand side of the face of Norton. Norton is a bit stunned as Foreman is teeing off, and it looks like Norton has really been
staggered as he went up against the ropes. The referee is giving it the count. Yes, he'll have to take the 8 count. Okay, 7, 8, and here we go as Foreman comes banging on in the second round. Norton goes down again. A left hand on the side of the head. Norton goes back. He'll have to take another 8 count. No, he doesn't. His legs are rubbery as the left hand goes to the side of his head. A right uppercut, a left jab, and a vicious left sends Norton crumbling to the canvas for the second time. Norton is in Queersville. He doesn't know where he is. It's up to 5, 6. I don't know if Norton can make it. It might be all over right here. It's up to 9, 10, and are they going to continue it, or are they going to stop it? It looks like it may be all over, and it is all over. George Foreman retains the heavyweight championship of the world. They're really putting the stare on each other. George Foreman has that serious look. Ali definitely talking to him. Shifting left for right. George moves slow. Ali gets the first punch in. Looking to drop that left hook. From Zaire, Africa. That punch did no damage. That one did. Vicious hook. There's a real strong right hand just underneath the heart. And Muhammad Ali, but a straight left jab thrown by Foreman, has Ali in the corner. Ali dances back, hangs on. What a tremendous, tremendous face. Left jab right in the button, thrown by Ali. Another left jab. Another left hand on the right eye of George Foreman. George Foreman continues to stalk Ali. Tries to get through with a straight left jab, an improved left jab. There's a vicious, awkward, but very powerful. In round 2. Oh, a great left hand taken by the champion George Foreman. There's the left hand in the eye of Foreman. Ali scoring some punches here. Continues to taunt and talk. Definitely serious. Tremendous combination by Muhammad Ali. Foreman backing Ali to the ropes. There's the vicious left hook to the body. Foreman setting him up against the rope. What a vicious, fast combination by Ali. Foreman looks unusually slow with his hands. But look at this now. All of a sudden he opens up. Move across the ring. A right hand lead by Foreman this time. Another right hand. A good right hand by that blow. Vicious right hand now in round 3. Ali showing his combination. Looking for the opportunity. Has a tremendous look of determination. Staggered. Foreman staggered. Definitely on the rubbery side. The referee separates the two fighters. There's the vicious left. No real serious damage done. Ali is getting his hand up. The wild left. Round 5. This is George Foreman's round all the way. Ali, this is a cruising round for him. Foreman wailing away. Good crisp left. The combination by Ali lands in the head of Foreman. Foreman with that right. Ali scored a good pass. A good right. Backs up Foreman. Backs him up in his back. Foreman staggered. Foreman tries to look. Ali scores to the right. Foreman comes back to the left. Oh, a great left hand taken on the face of George Foreman. Ali scored 3 in a row that time on that face. These punches are landing, bouncing off the eye of the heavyweight champion of the world, George Foreman. Foreman has his work cut out for him. Foreman looks like, a bit arm weary until that right hand is trying to set Ali up. Right hand misses. That right hand scored by Ali. Look at these combinations that Ali lands. Straight left and a good right hand taken on the side of the head. Ali's face is not marked. George Foreman gets in a pretty good left to the butt. Punch was hard to see on television, but he did score a pretty good punch inside. There's a good right uppercut. Control him now. Some pretty good heavy right hand. 2, maybe 3 good punches. That punch taken on the glove. That one slips by the left ear.
Right hand by Foreman was not effective to let the man punch himself out. 30 seconds left in round 8. Very even fight. Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder of Foreman. It's the combination. Watch it now, watch it closely there. He'd been taking it easy and then suddenly the moment came. Watch it. And that was no phantom. That was no phantom punch. And he's down and out. Definitely was not a phantom punch. Muhammad Ali has done it. The great man has done it. George Foreman enjoying his best round of the fight here in round 10. There's a right hand. Down goes Moore. He's flat on his back. He may not get up. Not maybe. He's not moving. Moore could be about to lose the heavyweight title. I don't believe this. So Cortez pulls off the count. It's over. It is over. Holy and George cow. Foreman has pulled off the miracle that no one thought possible. Now let's take a look at the replay. Watch for the beautiful left hook, right hand combination. He walked right into the left hook.